On est en février et c'est le grand retour des pistonnés, chers amis. Votre rendez-vous F1 qui revient chaque mois pendant cette intersaison sur la plus grande des chaînes, la First Team Sport. On est d'ailleurs à 1 mois et demi du début de cette saison 2020, à quelques jours aussi également du début des essais hivernaux. Alors retournons-nous tout de suite vers nos 3 pistonnés qui trépignent d'impatience. Et commençons par monsieur Pierrot Valette, alias Despiello, l'homme qui a eu les honneurs d'Auto Hebdo il y a quelques jours. Salut, c'est gentil. Bonjour mon petit Manu. Je suis très content de faire cette émission parce qu'à côté de moi, j'ai enfin un vrai pilote, pas comme un certain Brice Germain. Oh, putain, ça commence fort. attaque sous la ceinture. Attaque sous la ceinture tout de suite. Non mais de toute façon, justement, vous êtes nombreux à l'avoir croisé en train de faire des donuts dans son Citroën C1 pendant les fêtes. Monsieur Brice Germain est avec nous. Salut Brice, comment ça va? Bonjour. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a croisé et j'ai fait n'importe quoi en voiture à ce jour-là. Du coup, je suis passé pour un abruti fini. Mais bon, c'est déjà le cas toutes les semaines ici. Et puis mon troisième, comme Leclerc et Verstappen, aimerait re-signer avec les pistonnés jusqu'en 2013, voire 2023, voire 2024. Monsieur Hamza Ramani, vous l'avez reconnu. Salut Hamza. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. J'ai un coucou particulier à passer. Est-ce que tu me permets quelques secondes? Vas-y. J'ai croisé alors peut-être que tu le connais, Brice, un certain Johnny. Johnny Herbert. Ah, et il passe le bonjour à Pierrot. en tout cas, j'ai eu du mal à le repérer l'autre jour. D'accord. Toi aussi, non? Ouais, mais je sais pas. Ça m'est venu, je l'ai croisé comme ça. Il me dit, mais c'est lui qui t'a donné passe ça. le bonjour à Pierre-Olivier Valette. Voilà. Je me rappelle de ça. Bravo, félicitations. Ça fait bien sûr écho à notre émission spéciale quiz, 5e émission hors série, bien sûr, à vous proposer dans les pistonnés. On avait parlé de Niki Lauda. On avait évoqué aussi également la grande histoire, la folle histoire du Grand Prix de France, le quiz de Noël, les réglementation 2021. Et aujourd'hui, on a eu l'idée de cette émission parce qu'il y a une série qui a retenu notre attention, F2 Chasing the Dream, bien sûr. Ce qui nous a donné l'idée de nous intéresser à ces jeunes pilotes qui ont dédié leur jeunesse à un rêve, tout donné pour pouvoir espérer un jour trouver ou intégrer l'un des 22 baquets, bien sûr, disponibles en Formule 1. Qui sont-ils? Comment devient-on pilote? C'est un peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et le grand espoir du sport automobile français, Théo Pourchère, va nous accompagner bien sûr pendant près d'1 heure pour répondre à toutes nos questions. Mon cher Théo, merci d'être le premier pilote invité dans les pistonnés. C'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici et on va passer un bon moment. Tu regardes les pistonnés des fois ou pas? Ouais, j'ai regardé avant de venir et je me suis un peu intéressé parce que je connaissais pas tellement et c'est top. Super, impeccable. Juste une question, la question que tu posais hors antenne. Est-ce que sur les pistes de karting en France, on connaît Brice Germain? T'as le droit de dire non. Je suis désolé, mais non, je connais pas. C'est tout simplement parce que c'est pas sa génération. Ah, c'est la vieille école. Mais demande aux gens de la buvette sur les pistes, tu verras qu'ils me connaissent. Ah oui, mais attention, la buvette n'est pas la piste. Et il faut choisir entre la buvette et la piste très souvent. Alors Théo, pour ceux qui ne te connaissent pas, bien sûr, on a l'habitude de finir ces émissions par un qui suis-je. Là, on va commencer cette émission par un qui suis-je en te présentant, bien sûr, pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui. Tu as 16 ans. On peut le dire, tu es en avance à peu près sur tous les temps de passage. Ton papa est un grand amoureux de rallye. Il t'a mis dans un kart peu avant tes 3 ans, dans la région où tu as grandi dans le sud de la France, près de Grasse. Puisque le sport auto est une histoire de famille, ta grande sœur, qui s'occupe aussi, je crois, de ton management, Pauline, qui est ici présente, est elle aussi championne de France de go-kart. Et quand tu avais 8 ans, tu as dominé ton championnat régional de kart, même si tes concurrents, parfois, avaient 4 ans de plus que toi et surtout des mécanos en plus. En 2013, tu disputes ton premier championnat national, c'est un triomphe. Tu réalises d'ailleurs le back-to-back championnat et coupe en minime puis cadet. Je crois que tu es le seul à l'avoir fait d'ailleurs, les seuls à l'avoir fait avec toi, c'est Yvan Muller et Esteban Ocon, excusez du peu. Tu intègres la filière FFSA par la suite, tu quittes l'école pour débuter une formation au CNED et c'est à ce moment-là que tu croises aussi un certain Victor Martins. 2017, c'est la confirmation pour toi en hockey karting, champion de France junior dès ta première saison, une 3e place également au championnat du monde et tu débutes en monoplace l'année suivante en 2018. Le volant Winfield qui te permet d'intégrer la F4 France dont tu remportes le championnat junior dès ta première saison. Tu aurais même pu figurer à la 3e place au général parce que la 3e place au général, mais malheureusement tu es trop jeune. Du coup, on ne te comptabilise pas tes points au niveau du classement général. 2019, tu es encore barré un petit peu par ton jeune âge pour entrer en F3. Tu décides de rejoindre l'Allemagne, la F4 ADAC au sein de l'écurie US Racing, dirigée par un certain Ralf Schumacher. On va forcément te poser des questions là-dessus. Un championnat que tu domines de la tête et des épaules avec 4 victoires et
12 podiums. Tu intègres alors en parallèle le junior team de Sauber. Cette saison, c'est le grand saut d'ailleurs vers l'inconnu en parallèle, bien sûr avec des débuts dès le 20 mars prochain en F3 avec l'écurie Art. On a quelques questions à te poser, mon cher Théo, pour mieux te connaître, bien sûr, parce qu'on a déjà dit beaucoup sur ta vie, mais on a envie de savoir les choses essentielles. Quel est ton pilote préféré? C'est compliqué. Il y en a beaucoup. Pour moi, je dirais Sébastien Vettel. Sébastien Vettel. J'aime beaucoup. D'accord. Après, j'adore aussi Lewis Hamilton. C'est un super pilote. Les deux, je les adore. Ils donnent tout. Ils travaillent énormément pour y arriver et c'est très beau à voir. Ce serait quoi, si tu devais choisir, non pas un pilote, mais une carrière, ce serait la carrière de qui que tu voudrais faire? All time, hein. Tu peux me dire un Fangio, un Schumacher, un Nico Rosberg, mais je serais déçu. Faire du vlog après. Niveau carrière, c'est sûr que Lewis Hamilton, il a fait, je pense, la plus belle. Schumacher aussi. Voilà, après, c'est dur de choisir. Eux aussi, ils ont eu des hauts et des bas. Mais oui, c'est sûr qu'avoir la carrière de Hamilton, je pense que tout le monde aimerait l'avoir. Donc. Le circuit où tu as pris le plus de plaisir jusqu'à présent, où tu as eu la chance de courir? Voilà, je dirais Nürburgring. Nürburgring. C'est un très bon circuit. Il y a de tout en fait. Des virages lents, des virages rapides. Ça monte, ça descend. Ouais, des gros freinages. Donc c'est très plaisant à rouler. Donc, ouais. L'écurie où tu rêves de courir un jour? Racing Point. Je pense que je vais faire plutôt simple. Me dis pas Alpha. Hein. Non, mais franchement, Ferrari, je pense. Ah oui. Tout le monde rêve de rouler pour Ferrari. Après, il y a beaucoup d'autres écuries. Hein. Il y a Mercedes, Red Bull. Il y a Oui, plein tu fermes pas de d'écuries. porte. Renault. Non, Non, parce que tu vas c'est pas chez ça, Ferrari que. mais bon, après, voilà. Si on peut éviter d'en barrer déjà, bon, 18. L'artiste que tu écoutes en boucle, notamment pour te motiver avant une course. Brian. Bon, il y en a plein. Après, j'écoute pas mal de musique américaine. Ouais. Voilà, du rap américain. Bien. Je dirais Drake. Bien. Voilà. Validé. Validé. On t'aime de plus en plus. Ton plus beau dépassement en carrière, le plus beau souvenir de dépassement que tu as eu? Ouais. Allez, il y en a beaucoup. J'ai un peu de mal, ouais. J'en fais 35 du parcours. Non, Désolé non. les gars, mais. Non, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Après, cette année, j'ai un F4. La dernière course du championnat, ça a été très chaud. On était 3 de front à la deuxième course du Saxon Ring. Donc, dernière manche du championnat, c'était très tendu. Et je me battais avec Dennis Auger. Et on était 3 de front avec quelqu'un d'autre. Et là, c'était compliqué. Et bon, je suis sorti de cette manœuvre en les recroisant. Et au final, j'ai fait deuxième de la course, qui m'a permis de prendre un peu d'avance au championnat. Et bon, c'était, on va dire, un dépassement important. Donc ça, voilà, c'était un bon dépassement. Ton film préféré? Compliqué. Honnêtement, j'aime bien Fast and Furious. Tous les Fast and Furious, c'est top. C'est après, voilà. Ouais, pour moi, Fast and Furious. Fast and Furious. La vitesse la plus rapide à laquelle tu es monté? Dans une voiture, hein, forcément. 133 litres, 133 régulateurs. Juste en dessous du radar. Non, après en FIA F3, on prend 290 à peu près. Donc voilà. 90. Donc voilà. 90. À Monza ou en régulière? Ouais, C'est pas, non? régulier. Non, c'est... Après, à Macao, ils prennent 300 km/h. Donc quasiment. Donc, C'est vrai que c'est le plus large des circuits en plus, c'est parfait. C'est vrai que c'est en ville, c'est génial. Tu te rends compte que j'ai 31 ans et que je ne suis jamais allé à cette vitesse-là. Et surtout que tu n'as toujours pas le permis. J'ai raté ma vie. La plus belle. Ah tiens, je vais te montrer un truc. Si on peut nous montrer le petit panel. Très rapidement, tu as fait beaucoup de rencontres dans le monde du sport automobile. On va le voir, il y a plein de photos. Si tu devais garder une rencontre, une seule de tout cela, et tu nous racontes l'histoire. Moi, il y en a une qui m'intéresse, déjà, c'est celle avec Fernando Alonso. Apparemment, Ouais, tu as piloté en kart avec Fernando Alonso. On reconnaît Pauline, donc ta sœur, à côté de Pierre Gasly. Une photo, bien sûr, avec Frédéric Vasseur. Il y a du Ocon, il y a du Albon, il y a du Massa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vergne. Marc Webber, Vergne. ouais, tout à fait. Du Simon Pagenaud. Si tu devais garder Simon Pagenaud, une seule Verstappen. rencontre de toutes celles-ci, serait laquelle? pour moi, ce serait celle avec Fernando Alonso. Ouais. Parce que en fait, c'était très spécial. Je suis allé m'entraîner à Oviedo, donc sur sa piste de karting, pour le championnat d'Europe. Donc c'était en 2017 en Oka. Et voilà, je m'entraînais, tout était normal, j'étais seul sur le circuit. Et là, je suis en train de rouler en fait, et je vois quelqu'un avec le casque de Fernando Alonso. Je me dis, c'est peut-être un fan avec une réplique. Moi, je vais en Finlande, ce sera pas qui va reconnaître, les copains. Ah, mais, voilà, ouais, je me dis, c'est peut-être un fan. Et il commence à m'attendre sur le circuit. Et
il me pousse dans la ligne droite, il me double, il m'attend, on se bat et tout. Et là, après, je m'arrête, il s'arrête en même temps que moi, et je vois que c'est Fernando Alonso, et là, c'est top. Quoi. Je me dis, t'as pu échanger un petit peu avec lui? Ouais, il est super gentil. Et, ouais. T'as parlé anglais ou français? Il parle italien, français un peu, et ouais, anglais, voilà. T'as réalisé l'autre rêve de ma vie, du coup, voilà. Bravo Théo Pourchère, merci pour tout. Procuration, faire pousser par contre Alonso, c'est ça. c'est quand même pas mal. Et derrière, il t'attend. On te connaît pas donné à Massa, par exemple. On te connaît un petit peu mieux, du coup on va regarder le sommaire de cette émission parce que si on t'a invité, c'est que forcément il y a une thématique, elle va se dérouler en 3 parties. Regardez ça. La première, on va évoquer ta saison 2020 qui va se passer du côté de la F3. On va se poser aussi la question, ça nous permettra de connaître un petit peu plus bien sûr cette compétition. On va se poser la question comment devenir pilote à travers bien sûr ton parcours, depuis le kart en passant par les formules de promotion. Et puis il y aura le tour de table des pistonnés avec les différentes thématiques, les risques, le soutien de la famille et une question, le talent suffit-il? Et puis à la fin, un petit quiz très sympa, le tu préfères, tu sais, 2 situations et tu dois faire des choix. Ça, on t'attendra bien évidemment au tournant. On a vu le sommaire, on attaque tout de suite la première partie bien sûr et un très joli focus. Focus aujourd'hui sur la F3. On n'en a jamais parlé depuis le début et la création de cette émission. C'est l'occasion, avec la venue bien sûr de Théo Pourchère, d'évoquer cette compétition qui va nous passionner parce que tu seras présent cette saison 2020 F3. On regarde un petit peu justement à quoi va ressembler un petit peu ta saison. On rappelle que tu es champion d'Allemagne F4 à DAC, écurie US Racing, on le disait, dirigée par Ralf Schumacher. 20 courses, 12 podiums, 4 victoires. Tu as intégré aussi en 2019 la junior team bien sûr de Sauber. Et puis 2020, eh bien, c'est une nouvelle aventure aux côtés d'Alexander Smolia et Sébastien Fernandez au sein de ART. Petite citation, tiens, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. On a fait ton portrait tout à l'heure, on a dit que tu étais en avance sur tous les temps de passage. Mais voilà ce que tu as déclaré quand tu as signé justement chez ART. Ils m'ont donné des pistes à travailler, je sais comment m'améliorer, je sais que j'ai une bonne marge de progression. Et ce sera mon objectif de m'améliorer semaine après semaine afin d'être prêt à affronter les meilleurs en fin de saison. Moi, je retiens 2 informations de cette déclaration. La première, j'aimerais savoir ce que tu as amélioré. La deuxième, j'imagine que ton objectif n'est pas d'être champion, mais de montrer et marquer une certaine progression au cours de cette saison. Déjà, oui, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Voilà, après, c'est un peu surtout ma forme physique, mon mental, aussi sur le pilotage. Voilà, après, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Et après, cette saison, je pars quand même pour gagner, comme tout le temps. Mais bon, je sais que ça va être un gros step, ça va être beaucoup plus dur et que si je gagne pas, ça sera pas catastrophique. Après, voilà, il faut que je donne le maximum et on verra comment ça va se passer. Tu as des objectifs qui t'ont été fixés par Art pour la saison à venir, un nombre de podiums, un nombre de victoires, une place définie au championnat? Non, alors pour le moment, ils ont rien défini. Après, voilà, on sait que c'est l'un des meilleurs teams. Donc, voilà, d'un côté, il faut quand même faire de très bons résultats. Moi, après, je sais que voilà, je veux gagner. Mais bon, j'ai vu Christian Lundgaard l'année dernière, il a fait 6e du championnat. Donc, c'est que ça doit être quand même assez dur. Mais je vais tout donner pour essayer de faire le meilleur de moi-même. Moi, je voulais te demander par rapport au calendrier de F3. Tu avais 20 courses l'année dernière, tu vas avoir 9 week-ends cette année. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche de te dire, bon ok, là j'ai que 9 événements pour montrer ce que je vaux, même si derrière en fait tu auras peut-être une 2e saison en F3 ou une 3e, mais est-ce que ça change ton approche de te dire, bon là si je me rate, j'ai pas tellement d'occasion de me rattraper? Oui, le championnat est court parce que les week-ends voilà, sont très petits. Bon, il y a 2 courses par week-end quand même, avec la 2e course en grille inversée des 8 premiers ou 10 premiers. Donc oui, c'est sûr que je dois prouver, pas dès le début, mais je dois progresser tout au long de l'année. Ça, c'est le plus important pour moi. Si je progresse tout au long de l'année, ça sera réussi. Après, si je pars et que je suis très bien dès la première course, et qu'après c'est des mauvais résultats qui s'enchaînent, ce ne sera pas satisfaisant. Donc, on est d'accord que quoi qu'il arrive, il faut qu'en fin de saison, tu joues avec les meilleurs. Oui, c'est l'objectif, c'est clair. J'ai le team pour le faire. J'ai l'aide de toute l'écurie pour m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, Une question sur ta progression, on en parlait au début. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu revois tes courses? Est-ce que tu t'entraînes sur un simulateur ou sur F1 2019 ou que sais-je? Comment est-ce que tu fais pour progresser?
Alors, c'est vrai qu'en F3, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup de tests. On a les tests officiels avec les teams, tout ça. Donc, à Bahreïn, ça sera le 1, 2, 3 mars. Et après, il y en a très peu. Donc, oui, on a du simulateur. Nous, chez ART, on va chez AOTech. Donc, c'est un gros simulateur. Voilà, on s'entraîne, on prépare les week-ends. On peut faire plein de choses sur le simulateur, les procédures de départ. Voilà, on s'entraîne sur. En fait, c'est quasiment le seul moyen pour s'entraîner. Donc, voilà. C'est comme ça. Et une autre question, tout à l'heure tu parlais du calendrier. Qu'est-ce que tu fais entre les courses, par exemple entre la première et la deuxième course, entre Bahreïn et les Pays-Bas, je crois il y aura 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu fais entre-temps? Alors, normalement, je crois qu'il y aura des tests officiels sur Budapest, il me semble. Ça, c'est pas sûr, c'est la FIA qui doit confirmer. Après, voilà, ça sera du simulateur avec ART et beaucoup de préparation physique. Voilà, Okay. après, ça marche que comme ça. À quel point c'est physique le passage de la F4 à la F3? Parce qu'on sait, par exemple, il y a Adrien David qui a signé à la Renault Sport Academy et qui va passer en Eurocup. Et on sait que c'est des voitures qui sont un peu plus lourdes et un peu plus compliquées enfin, plus physiques en tout cas à tourner. Toi, dans ta préparation, à quel point il a fallu faire un step en termes de physique, de passer de la F4 à de la FIA F3? C'est beaucoup plus dur. Ouais. Le volant est plus lourd, c'est beaucoup plus dur de tourner, mais aussi ça arrive beaucoup plus vite. On a moins d'espace entre deux virages. Si on prend en moyenne, on va dire 250 dans les lignes droites, ça arrive plus vite, ça freine plus tard. Voilà, tout se passe plus vite et c'est beaucoup plus physique. Et donc, le rythme cardiaque, il est toujours. T'as eu des problèmes de respiration dans la voiture sur les tout premiers runs que tu as pu faire en F3 par exemple? Ouais, un peu. Au début, ça surprend un peu. T'es un peu essoufflé, c'est ça. On arrive, ça va très vite, ça fait beaucoup de bruit, ça fatigue. Et du coup, j'ai dû adapter un peu ma préparation. Là, je vais beaucoup me préparer pour les premiers tests officiels qui vont être à Bahreïn. Et voilà. Mais j'imagine qu'avec la F4 allemande, tu as pu faire déjà en fait un step entre la F4 française et la F4 allemande pour arriver en F3, parce que j'imagine que ceux qui font F4 française et F3 d'un coup, ça va être très 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 violent comme différence. Donc au moins cette année d'avance là qui t'a pas permis d'aller en F3 la première année, désolé, je suis trop bon pour mon âge, elle t'a permis après de t'entraîner un petit peu une voiture plus puissante, j'imagine. Oui, c'est sûr, la F4 française, on peut pas aller de la F4 française à la F3 FIA. C'est beaucoup trop grand le step. Donc là déjà, je suis passé l'année dernière en F4 allemande, ça allait à peu près 9 secondes plus vite au tour. Ouais, déjà. Donc voilà, ça change. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite que la F4 française, la F4 allemande. Donc voilà, je me suis habitué. J'ai appris beaucoup de choses durant l'année. Et là, du coup, le fait de passer en F3 FIA, c'est moins compliqué, même si ça reste quand même un grand step. Et voilà. Regardons justement le calendrier. Ce qui t'attend pour cette saison de F3 FIA, vous allez le voir. On parlait notamment des 9 courses. Est-ce que, alors déjà la présence quand même de Silverstone, de Monza et de Spa-Francorchamps, c'est quoi le rendez-vous que t'attends le plus? Il a le sourire là. Il n'y a que des beaux circuits. Hein. Bahreïn, Sochi, t'es sûr? On verra Sochi. Je vais découvrir. Hein. Après, je pense que ça va quand même être bien parce que voilà, c'est sur les mêmes week-ends que la F1 et ça va être top. Après, Bahreïn, j'ai jamais fait aussi, donc on verra. Il y a du sable. Mais je pense que Silverstone, ça va être le meilleur. Pourquoi? Pour l'ambiance ou pour le côté tracé qui te plaît plutôt? Le tracé et l'ambiance aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spectateurs. Ça, on n'est pas trop habitué en venant de la F4. Mais le tracé, il est top. Voilà, il y a des virages rapides. Le circuit, il est large. Voilà, ça va être bien pour la F3, ça va être top. En parlant des week-ends de F1, justement, c'est la première année pour toi où tu vas te retrouver en fait à courir les mêmes week-ends que la Formule 1. Est-ce que ça change quelque chose dans ton approche au moment où tu te dis bon, je vais courir et derrière moi, dans le paddock, Fred Vasseur qui regarde. Il y a Fred Vasseur, il y a des Lewis Hamilton qui ils vont peut-être passer la tête pour regarder ce qui se passe. Est-ce que dans ton approche, ça change un peu quelque chose, ce F1 circus là qui va être autour de toi justement? C'est vrai que ça, je vais le découvrir. Après, moi, je ne dois pas changer mon approche. Je dois rester concentré. Ça reste une course. C'est pareil que la F4 allemande ou la F4 française. Je dois rester concentré. Après, c'est vrai que tout le monde regarde. Il y a la télévision. C'est beaucoup plus regardé par le monde du sport automobile. Et faut être très sérieux et il faut tout donner.
Et mentalement, du coup, tu as une préparation pour ça? Oui, après, moi, le mental, je le prépare avec mon physio, qui est voilà, mon coach, tout ça. Il me dit, voilà, je reste concentré, je reste un peu dans ma bulle, voilà, sur ma course, sur ce que je dois faire, mes objectifs, et tout donner. Voilà. On a préparé un petit tableau pour justement présenter un peu les caractéristiques de la F3 et notamment de celle que avec laquelle tu vas courir la saison prochaine. Je crois que tu as fait des essais il y a quelques semaines sur cette F3 préparée par ART. On voit d'ailleurs quelques caractéristiques, excusez-moi, 380 chevaux, boîte à 6 rapports, une voiture assez légère, mine de rien, 673 kg, pilote inclus. Ça va. Et puis forcément, c'est 9 Grands Prix. On rappellera d'ailleurs qu'il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course au Castellet cette année. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, j'imagine, qui t'attriste. Mais les premières sensations avec cette voiture, raconte-nous tout. Décris-nous tout. On est tes ingénieurs, tu dois tout nous dire. Bah alors, déjà, les tests se sont passés à Valencia durant les rookie tests. Donc, là, j'étais vraiment rookie, quoi. J'arrive de la F4. Je me mets dans une F3 FIA. Et c'est pas pareil, quoi. On rentre, il y a le halo, il y a le volant, plein de boutons. L'ingénieur s'y habitue rapidement au halo d'ailleurs. Oui, honnêtement, on s'y habitue rapidement. C'est un peu, on le voit quand même. C'est pas, voilà, mais on s'y habitue. Quand on roule à cette vitesse avec la F3, on n'y pense pas trop, quoi, parce que c'est. Prendre le prochain virage. Je vais passer le virage, le halo, on verra. C'est ça. Et voilà, après la F3, voilà, ça va très vite. Première fois que je suis rentré dans la F3, je pensais pas qu'on pouvait passer aussi vite dans les virages. En arrivant plus vite, beaucoup plus vite, passer plus vite, freiner plus tard. Je me suis dit, c'est impressionnant. Et c'était génial à rouler. Et bon, après, je m'y suis fait au bout de quelques séries. Et après, il y a eu la pluie, il y a eu toutes les conditions. Donc, c'était compliqué pour apprendre, mais c'était bien. J'ai pu tout apprendre en 3 jours de test. Donc c'était top. Est-ce que tu as eu des problèmes sur l'appréhension peut-être du grip de la voiture? Est-ce que du coup tu dois travailler pour améliorer ton niveau de performance dans le sens en termes de pilotage, ou est-ce qu'aujourd'hui tu as trouvé les limites de la voiture, ou est-ce que tu étais encore toujours en train de la chercher en te disant j'ai encore une appréhension à me dire je peux en freiner encore un peu plus tard Ouais, il y a toujours. C'est très dur de trouver la limite en venant de la F4. Il faut vraiment rouler beaucoup plus fort. Il faut vraiment passer vite dans les virages, c'est très compliqué parce qu'on arrive vraiment beaucoup plus vite. Et les points de repère, c'est dur de les avoir sur les côtés, tout ça. Donc dès qu'il y a un virage rapide, c'est compliqué. C'est un peu mon point faible. Après, je sais que je vais le travailler et que durant les tests de Bahreïn, on va Ça va le faire. Derrière une voiture, si lui il passe aussi vite que moi, je passe. Faut que je passe. Voilà, c'est ça. Messieurs, d'autres questions? Ah non. Sur ce thème, moi j'en avais eu juste une dernière. Est-ce que l'apprentissage, le plus gros apprentissage que tu vas avoir en Formule 3, ça va être justement d'intégrer cette philosophie, tu sais, de rouler parfois aussi avec la gestion, rouler parfois à l'économie? Est-ce que c'est quelque chose qui va être nouveau? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà travaillé en F4 France ou F4 allemande? Alors en F4 allemande, un petit peu, parce qu'on a les pneus Pirelli aussi, qui se dégradent assez vite. Et qui, Pour le genre de la maison. Donc du coup, j'ai pu apprendre un peu. Après, c'est pas pareil, on a moins d'aéro et la voiture est moins lourde, donc il y a moins de puissance aussi. Là en F3, les pneus arrière souffrent énormément. Donc il faut adapter son pilotage, faut faire un peu des réglages quand on roule durant une simulation de course. On peut régler la balance de frein, la mettre un peu plus sur l'avant si les pneus arrière se dégradent, ou un peu plus sur l'arrière si les pneus avant se dégradent. Enfin, on peut changer notre style de pilotage. Donc ça, il va falloir s'adapter. Et après, je pense que c'est pas comme en F1. C'est sûr qu'il y a de la dégradation, mais il faut quand même rouler faut quand même rouler vite. En F1, ils sont plus à 10 secondes des temps, 10-15 secondes des temps. Nous, on va être à 4 secondes, entre 2 et 4 secondes. Donc ça va aller. Pierrot, je m'entends vers toi parce que hier, on a eu l'occasion d'être invité à l'atelier Renault, boire un petit peu de champagne, manger quelques petits fours. Pas tout, mais surtout, oui, toujours avec modération. Hier, comme il est rouge. Mais non, c'est la fatigue. Et on a eu la chance de rencontrer Adrien David, qui, lui, va s'engager dès la saison en Eurocup. C'est ça, en Formule Renault. En Formule Renault. Et
il a quoi, 1 an de moins que toi, je crois. Tu le connais d'ailleurs, Théo? Ouais, Ouais. je le connais. En fait, en karting, j'étais toujours une catégorie au-dessus. On avait 1 an d'écart. Et je le connais depuis le karting. Donc, Pierrot, parle-nous un petit peu de la saison 2020 qui attend notre ami Adrien. Alors, saison 2020 en Eurocup, en Formule Renault Eurocup, avec une voiture, on en parlait tout à l'heure, un petit peu plus compliquée à rouler que la FIA F3 parce que le volant est un peu plus lourd, très sous-vireuse, donc il faut mettre beaucoup d'appui à l'avant. Et puis, il a fallu qu'ils prennent pas mal de muscles pendant l'intersaison parce que passer de la F4 France à de la Eurocup, le step est quand même conséquent. Peut-être pas aussi conséquent que de la F4 France à la FIA F3, mais quand même conséquent. Et donc, il va être chez MP pour cette saison 2020 et ça va envoyer du lourd. Il a un peu comme Théo finalement l'objectif de progresser. S'il finit 10e sur les premières courses, c'est pas très grave, mais il faut qu'à la fin du championnat il soit dans les premiers pour se battre pour des victoires et des podiums. Donc on va le suivre de manière régulière et voir ce qu'il va donner. On est impatient de le suivre. Exactement, 6 kilos il a pris en 3 mois. C'est à peu près tes objectifs aussi pour entrer dans la F3 ou pas du tout? Pareil. ouais, après, faut faire gaffe parce que nous, on a une limite de poids aussi. Ouais. Alors elle est à combien ta limite de poids? Parce qu'en Eurocup, il nous a dit c'était combien? 68 je crois. 68 et 72 je crois casqué avec la avec Un peu que tu sois grand, tu vois, un peu. il est plus grand que moi et je suis plus petit que Théo, donc Quel rapport avec toi, Pierrot? donc du coup toi c'est combien le poids que tu as à respecter? Je crois bien que c'est entre 73 et 75 kilos avec l'équipement. Avec l'équipement, Voilà, tout ça. Okay. Donc, là, actuellement, je fais 61 kilos, donc j'ai encore de la marge. Ouais. Je vais essayer de progresser physiquement. Mais faut pas trop être. Ouais. Là, déjà, je suis grand, c'est pas trop un avantage. Dans la voiture, on est un peu serré, mais bon, voilà. Et par rapport à ça, justement, est-ce que sur la fin je suppose que tu as déjà fait des longs runs et même des simulations de course, sur la fin de la course, est-ce que tu as quand même une grosse fatigue ou est-ce que tu dois encore travailler là-dessus? Ouais, après c'était à Valencia, c'était au mois d'octobre, donc voilà, c'est ça. Et bon, ouais, c'était compliqué, surtout quand on faisait 2 simu-qualifs et 2 simulations de course par jour. Ouais. Donc moi j'étais vraiment Éreinté. cuit. Ouais, à la fin je n'en pouvais plus, mais je sais que ça va le faire et je vais progresser. Okay. Voilà en tout cas pour la saison 2020 qui attend notre ami Théo Pourchère. On sera là pour te supporter, mon cher Théo, mais juste avant, je voulais qu'on fasse un flashback, qu'on revienne un petit peu sur tout ton parcours et se poser cette question: comment devient-on pilote? Certes, pour nous, c'est trop tard, mais peut-être que pour certains qui nous regardent, ce sera pour demain, on ne sait jamais. C'est l'heure, bien évidemment, du décryptage. Le parcours de Théo Pourchère, on va le regarder tout de suite. Ça n'arrive pas très souvent de voir un gamin qui gagne autant. Des débuts en kart, et on va en reparler avec ton papa tout à l'heure, bien sûr, qui t'a mis dans un karting à 2 ans et demi. Champion régional PACA Corse 2011-2012. On avait parlé de ton back-to-back, justement, champion de France mini-mé cadet, Coupe de France mini-mé cadet, c'est 2013 et 2014. Champion de France hockey junior 2016. 3e du championnat du monde junior 2016. Hop, tu switches en monoplace, et la monoplace, t'es carrément quasiment invaincu. Champion de France F4 junior, on l'a dit, en 2018. Et surtout ce titre en championnat d'Allemagne F4. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué dans ton parcours, c'est le fait qu'à 2 ans et demi, ton papa t'est porté, t'es emmené sur un circuit, t'es posé dans un kart, et justement ton papa, il nous raconte comment ça s'est passé cette première fois. J'ai mis Théo dans un karting un peu avant son 3e anniversaire, à Grasse, à la piste de la Sarrée. Et il a appris doucement le karting, avec moi, avec sa sœur qui roulait aussi. Et il a attaqué les compétitions à 7 ans et demi en mini-kart avec son père comme mécano. On a enchaîné en minime et après il a gravi tous les échelons du karting jusqu'à l'international. Maintenant que t'en es là, tu peux dire merci papa ou pas? Oui, c'est pas fini, mais oui, c'est clair, on a commencé comme ça et bon, c'était la bonne époque. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu la fibre familiale, est-ce que tu penses, par exemple, comme Pauline, ta sœur aussi également, qui est championne de France de go-kart, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu penses que sans la fibre familiale, jamais tu aurais fait cette carrière et tu aurais pris cette voie surtout? Oui, c'est sûr. Je pense que j'aurais même peut-être pas fait ce sport parce que lui, il est fan de rallye, mon père. Et il a voulu me faire essayer le karting. Et après, il était mon mécano et tout. Donc, je pense que ça lui plaisait. Et bon, après, on est passé à un autre niveau. Il fallait être dans des écuries. Donc voilà.
Mais d'ailleurs, ton père est fan de rallye, toi tu roules en monoplace. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager de quitter le monde de la monoplace pour aller vers de la voiture, vers de l'enduro, vers du rallye? Est-ce que c'est le sport auto qui te plaît en général ou est-ce que c'est vraiment pour toi la monoplace et le but ultime, la Formule 1? Moi, le sport auto, j'adore ça. Tout. J'imagine. Voilà. Que ce soit l'endurance, le rallye ou même la Formule 1. J'adore ça. Après, moi, mon but ultime, c'est d'être champion du monde de F1. Pour moi, c'est mon rêve. C'est le plus haut niveau possible. Après, j'adore le rallye aussi. Pour le moment, je me focalise que sur la monoplace et atteindre mon objectif d'aller en Formule 1. Et après, on verra. Mais c'est sûr que le rallye, ça me plaît beaucoup. On en parlait quand tu étais enfant, tu te battais contre des enfants bien plus âgés. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que beaucoup de maturité, ça m'a apporté. Le fait de devoir travailler un peu plus à chaque fois pour y arriver, à les battre. Parce que quand j'étais en minime, quand j'avais 9 ans, et il y avait des autres pilotes de 13 ans ou 12 ans, ça fait quand même certains écarts à cet âge-là. Et c'était un peu compliqué, surtout dans la bagarre. J'hésitais un peu, j'appréhendais un peu, j'avais un peu, on va dire, peur, parce que j'étais encore petit. Mais bon, grâce à ça, j'ai pu progresser. Et voilà. Il faut savoir une chose sur les paddocks de kart, quand on a l'âge de Théo et qu'on est surtout dans une catégorie qui est supérieure en termes d'âge par rapport au sien, c'est que c'est un monde où les gens se regardent énormément sans dire grand-chose et se regardent très mal. Et psychologiquement, ça peut avoir un impact. Quand vous avez votre concurrent au championnat qui est en train de passer à côté de vous avec son père, ses 3 mécanos, puis qui vous regarde comme ça avec le chariot, en fait, c'est une... Besoin d'une clé de 12. et puis qui te fait un coup de clé de 12, puis qui te change tes pneus ou quoi. Enfin, c'est un monde très particulier et surtout quand on est petit, il faut avoir les épaules quand même de se dire que cette pression qu'on subit sur le parc fermé ou au moment des inspections et qu'on voit les autres, il faut après l'assumer en piste pour se dire ok, c'est lui qui m'a mal regardé, est-ce que je tente la manœuvre dans le bac à sable? Parce que derrière, à 12-13 ans, avec des parents qui ont les yeux injectés de sang en regardant leur gamin en train de rouler, qui vont dire ouais mais tu vas taper mon gosse et tout machin, enfin, c'est un monde particulier, il faut avoir le... différent par exemple que si tu prends le foot, le rugby ou d'autres mondes où c'est très énervé aussi autour des tables. La différence, c'est aussi que là, il y a de l'argent en jeu. Parce que si tu fais une manœuvre et que tu vas casser l'arbre arrière de quelqu'un, le père qui va en avoir pour 2500 balles d'arbre arrière à mettre pour son gosse, il va l'avoir mauvaise. Moi, je vais le prendre par le col. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a cette histoire-là d'argent qui rentre aussi en compte et qui, forcément, l'être humain, quand tu perds 2000 € sur une manœuvre, forcément, t'as un peu les boules. Donc c'est d'autant plus difficile à vivre quand on est petit, que nous on est là pour se faire plaisir et qu'il y a d'autres types d'intérêts qui rentrent en jeu chez les autres. Donc je tenais à souligner la difficulté que c'est pour un enfant d'arriver dans ce monde-là. Il y a vraiment une question qui m'intéresse dans la constitution, on va dire, d'un pilote comme toi. J'ai le sentiment, alors je vais faire de la psychologie de comptoir. Attention, faites attention, concentrez-vous. Moi, j'ai la sensation que pour être à ton âge, tu as 15 ans, tu dégages une certitude et 16. beaucoup d'assurance. 16, pardon, excuse-moi. À cet âge-là, généralement, en plus, ça froisse. Mais à mon âge, ça froisse plus. Et bref, et tout ça pour te dire, j'ai l'impression que pour être pilote, il faut avoir une énorme confiance en soi. Et en même temps, tu ne peux pas avoir de sentiment d'accomplissement parce que chaque année, les choses recommencent. Comment tu arrives à gérer ça à ton âge? C'est exactement ça, en fait. Il faut avoir la confiance en soi, être très confiant, mais pas trop non plus. Ça, c'est très dur à gérer. Si tu es trop confiant, c'est très mauvais. C'est que tu fais des erreurs. Voilà, c'est là. Et si tu n'es pas assez confiant, tu es trop sur la retenue, c'est pas bon. Donc, faut trouver le juste milieu. C'est pour ça que c'est dur aussi d'y arriver. C'est très compliqué. En pilotage, le meilleur des respects, c'est l'irrespect. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se montrer... Mais écoute, fais pas une formation sport automobile, mon petit pote. Il faut arriver devant ses concurrents en se disant « Je vous respecte totalement, par contre, en fait, je vais pas hésiter à aller vous devancer, peu importe votre âge, peu importe votre palmarès. » Et quand
un pilote arrive à comprendre ça et à se mettre... Bon, moi, j'ai pas compris, visiblement. mais quand un pilote arrive à comprendre ça et en fait, à produire son pilotage sans pour autant en faire trop, généralement, il y a de fortes chances qu'on le retrouve en haut quand même. Un peu comme Arthur Leclerc à Hockenheim. J'étais obligé de la sortir. Ouais, c'est un mauvais souvenir. En fait. Quand on arrive 3e d'un championnat du monde, quand on remporte plusieurs catégories de championnat de France, etc., quel sentiment passe par ta tête? Est-ce que tu dis, ok, à chaque nouvelle étape accomplie, tu dis, ok, le rêve de devenir champion du monde ou au moins d'accrocher la F1, il se rapproche, je vais y arriver. Qu'est-ce qui passe par ta tête? En fait, après le karting, par exemple ma 3e place au championnat du monde, moi je pensais pas encore à la monoplace et à la F1. Je me dis oui, c'est toujours mon rêve, ça a toujours été mon rêve. C'est loin. Mais voilà, c'est loin. Et aujourd'hui en F3 FIA, je vais être sur les mêmes week-ends. Et donc ça se rapproche, donc il faut être d'autant plus sérieux, travailler encore plus. Et ouais, là j'y pense. Mais bon, je reste focalisé sur mon année de F3 et je suis encore en F3. Voilà, il y a encore d'autres étapes. Ouais. Déjà, ouais. Excuse-moi, alors du coup en karting, tu as roulé avec qui qu'on pourrait connaître aujourd'hui en monoplace, etc. Oui, il y a Victor Martins. Adrien David, bon, il était juste une catégorie, voilà, juste en dessous. Après, là en FIA F3, notamment Oscar Piastri, qui va être chez Prema, donc le team champion. Un bon concurrent. Donc, voilà, ça va être très dur, mais bon, ça va être top. Et après, mon coéquipier Alexander Smoliar, qui était à Bahreïn aussi durant le championnat du monde de karting. Voilà, donc. Il y a beaucoup de pilotes. Déjà pas mal de pilotes. C'est ça. Il y a de la camaraderie à 1%. Il y a un 1% de camaraderie ou non? Non, impossible. Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que mes coéquipiers, c'est mes premiers adversaires. Je dois les battre. Et le reste du plateau, on n'est jamais trop ensemble. Enfin, voilà, donc, t'as un peu appris les jeux psychologiques, genre de choses, genre ouais, non, moi je freine plutôt au 150, pas au 100. T'arrives à commencer à faire ça ou pas? Ou c'est quelque chose que tu restes encore plus focalisé sur toi et tu te dis bon. Ouais, je reste focalisé sur moi et maintenant, après ils peuvent le voir avec les vidéos, les datas. Donc, il va pas falloir lui dire let's Sébastien by quoi. Tu vois. Parce qu'il y a un Sébastien dans ton team. Ouais, oui, voilà. Ouais. Attention, attention au team radio un peu toute faite. Je voulais que tu nous parles un peu du Pôle Esport FFSA. Je vois que tu as un très beau polo et on l'a dit tout à l'heure, tu es un des Français qui profitent de cette filière. Explique-nous à quel moment on rentre dans cette filière, qu'est-ce qu'apporte la Fédération française de sport automobile et en quoi ça a été pour toi en tout cas quelque chose de déclencheur, quelque chose qui t'a amené, poussé vers le haut. Oui, donc je fais partie de l'école de la FFSA Academy au Mans. Donc, qui suit les jeunes pilotes et on a aussi une formation scolaire. Donc, on a une salle de sport. Il y a aussi les mécaniciens qui sont formés. Donc ça, c'est top. Et ouais, ils m'aident beaucoup à progresser, notamment physiquement avec la salle de sport. Et je peux faire les deux. Je peux faire le sport et l'école. C'est très dur de suivre les cours, mais grâce à eux, je peux quand même suivre un certain cursus scolaire. Donc ça, c'est top. Et le bac, c'est un objectif du coup parce que il y a c'est clair du monde. Voilà, accessoirement. Ah, mais c'est clair. Ouais, cette année déjà. Ouais, bac de les épreuves anticipées, donc de français. Et ouais, donc là cette année, c'est d'autant plus dur parce qu'il faut travailler le bac, mais là c'est aussi l'année de F3 FIA. Ah ouais. Donc faut faire un peu les deux. Bien sûr, je me focalise sur la F3, mais voilà. Je sais qu'il y a le bac au mois de juin. En filière S? Non, il n'y a plus les filières. Ah oui. C'est vrai. C'est vieux, toi. T'as vieilli. Allez, hop, ça fait 40 ans, bisous. Alors, du coup, ça fonctionne comment? Bon, nous raconte pas tout ce que fait l'éducation nationale parce que sinon on a pas un quart d'heure. Mais tu vas plus à l'école d'ailleurs, tu fais ça à distance, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on fait le CNED, mais on a les professeurs qui viennent à la FFSA Academy, donc c'est comme des cours normaux. Donc tout se passe normalement. Mais bon, ouais, cette année, c'est un bac, c'est le nouveau bac. Donc, il faut choisir ses spécialités. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Et on est obligé de travailler tout au long de l'année parce qu'on a un contrôle continu. D'accord. Donc, voilà, il faut quand même... Quelle spécialité? Langue étrangère. Langue étrangère. Voilà. Ah oui, forcément. Toujours, tu vas aller chez Ferrari. Hein. Déjà, il faut apprendre à faire il parle anglais comme vache espagnol, arrête. Mais c'est bien ce qu'a mis en place la FFSA, mine de rien, parce qu'il y a quelques années, c'était souvent un dilemme pour les parents. C'était, est-ce qu'on investit
dans une carrière au risque de lui faire arrêter l'école à 13-14 ans et en fait d'arriver à 18 ans sans débouché et sans bagage technique pour avoir un autre métier. C'était souvent un rêve brisé et derrière on n'avait pas de backup. Là, Théo, alors je lui souhaite pas, mais s'il y a des soucis derrière, au moins il a une formation et il peut se retourner et faire un métier qui lui plaît sans pour autant avoir bridé son rêve et avoir tout fait en fait pour accéder à la monoplace. Donc c'est quand même une bonne chose d'avoir ces deux choses-là qui te permettent de, au moins quand tu t'endors, tu te dis pas et si je rate. Là au moins tu es pleinement libéré pour pouvoir montrer ton talent, faire les choses et puis advienne que pourra, quoi. Difficile de devenir professeur de latin quand tu es monté dans une F3 quand même. Ouais, c'est un peu complexe. Ouais. Je pense que ça va être difficile. Une dernière question, moi je voulais qu'on parle quand même parce que tout est beau et tout est rose dans tout ce qu'on raconte. Moi je veux que tu nous expliques et que tu expliques surtout aux jeunes qui nous regardent les sacrifices qu'il faut faire pour devenir pilote. Tu parlais de tes cours à distance, tu parlais du fait d'être seul aussi au sein du paddock face à l'adversité. C'est une vie de solitaire en vérité que tu mènes là actuellement. Oui, un peu. C'est vrai que j'ai arrêté l'école normale, on va dire, en CM2, donc c'est très tôt. Donc ouais, c'est très tôt. Donc on n'a pas une vie normale avec d'autres jeunes. Donc c'est un peu compliqué parce que là, l'école, je suis avec d'autres pilotes, donc c'est ok, on a des potes, mais c'est un peu des concurrents aussi. Donc c'est un peu compliqué. Tes potes, mais pas trop quand même. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. C'est des potes jusqu'au jour où, quoi. Rosberg, Hamilton, quoi. C'est ça, s'il y en a qui courent dans ma catégorie, on est adversaires. Ouais. C'est forcément comme ça. Après, voilà, c'est vrai que si ça marche, après, j'espère avoir une belle vie. Donc voilà. Mais bon, il faut faire des sacrifices et j'espère que ça va payer. Du coup, il y a un sentiment de solitude parfois. Est-ce que tu te dis, j'ai pas forcément eu le même parcours social que les autres, et aujourd'hui, les personnes que je côtoie, c'est des personnes qui sont amenées à être mes pires ennemis à un moment donné. Est-ce qu'il y a un moment, tu te dis, putain, je suis seul face à ça, avec ma famille évidemment, avec mes soutiens, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué dans une vie d'adolescent, quand on se construit socialement, de vivre ça et de se dire, ce rêve, il implique que je grandisse pas avec les codes des gens de mon âge, quoi. Oui, c'est sûr. Après, comme tu l'as dit, il y a ma famille et il y a aussi mon physio qui m'accompagne sur les courses. Pour moi, c'est le principal. Je sais que je suis avec eux. Je suis pas tout seul. Après, oui, j'ai pas la même vie que des élèves d'école, du collège, du lycée. Donc, mais voilà, je suis bien entouré et après je sais qu'il faut faire ce sacrifice pour réussir dans ce sport. Donc, Exactement. Je le souhaite. Mon cher Théo, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On a vu du coup ce qui t'attend cette saison. On a vu un petit peu quel était ton parcours et tu nous as expliqué les choses en détail. Tu as plutôt pas mal cuisiné, tu as plutôt très très bien répondu. Mais là, on va vraiment te cuisiner. J'avais promis qu'on allait te cuisiner et c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est nos trois amis pistonnés, Pierrot Valette bien sûr ici, mon cher Hamza Ramani et Brice Germain. Tous ont choisi un thème, vont avoir une question à te poser, trois thèmes relatifs bien sûr au métier de pilote, les risques du métier, la famille dans tout ça, le talent suffit-il. Et on va commencer justement avec notre ami Pierrot et cette fameuse question autour du risque. Je sais que c'est une des obsessions de Pierrot et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Si, c'est vrai, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Non mais attends, on parle d'un sujet très sérieux. Vous avez vu comme c'est risqué de faire ce métier, regardez cette tête. Avoir une belle gueule. Non, oui, effectivement, c'est un sujet qui est peut-être un peu lourd, surtout que les risques, on nous les a rappelés malheureusement fin août dernier à Spa-Francorchamps. Moi, j'ai plusieurs questions. J'en ai une d'abord. Est-ce que tu as déjà vécu un gros crash, que ce soit en F4 d'ailleurs, même en karting, parce qu'on sait que ça peut aussi arriver et que le karting était quand même à poil, on va dire. Est-ce que tu as déjà eu un gros crash? On sait que beaucoup de pilotes de F1, mais ça arrive de moins en moins, ont toujours eu une grosse brique, comme on dit dans le métier. Je pense à Lewis Hamilton, Fernando Alonso par plusieurs fois. Romain Grosjean, il en a une belle aussi. Il y a plusieurs années. Est-ce que toi, tu as déjà vécu un moment où tu as perdu le contrôle de ta voiture et tu t'es dit « Oh punaise, là, ça sent mauvais ». Oui, ça m'est déjà arrivé. En karting, j'ai eu un très gros accident. En ligne droite, j'ai fait je devais être à 110 km/h, zéro en 5 mètres. Donc le kart, il était plié. J'avais pas grand-chose. Quelques orteils de cassés. Donc ça va. Ouais. Mais bon... après, c'est sûr que c'est très dangereux. En F4, j'ai notamment eu un accident à Pau, en ville.
pas très violent, mais quand ça t'arrive, t'es un peu choqué. Bon, voilà. Et ouais, c'est un sport dangereux. Après, la sécurité, elle est quand même très bonne aujourd'hui. Après, c'est sûr que vu la vitesse des voitures, voilà, il y a des accidents qui peuvent être très graves, notamment celui de Spa. Ouais. Ce sont 2 voitures qui se sont rencontrées, donc ça, ça c'est voilà. Et est-ce qu'avec la F3 qui va aller beaucoup plus vite, où tu dois passer les virages encore plus vite, freiner plus tard, etc., est-ce que c'est une voiture que tu appréhendes? Est-ce que tu appréhendes un peu le risque ou comme tous les pilotes, on va dire, quand tu baisses la visière, ça y est, tu as débranché le cerveau? Ouais, il faut pas trop y penser. Après, faut pas non plus penser qu'il y a 0 risque. Ouais. Mais bon, voilà. Moi, quand je pars pour la course, j'y pense pas. Je roule normalement. Je double les autres concurrents. On fait la bagarre, on s'amuse. Enfin, voilà. C'est tout pour moi. Non, mais tu sais quoi, patron. je vais en profiter. Je ne vais pas poser de questions, mais je vais en profiter. Il y a beaucoup d'anciens pilotes disent qu'à force que les jeunes fassent beaucoup de simulateurs, ils prennent plus de risques sur les circuits. Est-ce que c'est le sentiment que tu as, toi qui appartiens à cette nouvelle génération? Ouais, pour moi, ça peut être vrai. C'est vrai que le simulateur, c'est pas la réalité. Enfin, clairement pas. On apprend le circuit, on peut découvrir un tracé, s'y habituer avant d'y aller en réalité. Mais c'est pas totalement les mêmes bosses, les mêmes vibreurs. Donc, faut faire très attention. Et c'est vrai que moi, je fais attention à ça, mais peut-être que d'autres pilotes ne font pas gaffe et roulent comme sur le simulateur. Donc ça peut être dangereux. Après, voilà, le simulateur, c'est quand même un très bon outil pour apprendre. Si on n'avait pas ça aujourd'hui, je pense que ce serait très compliqué. On s'entraîne beaucoup là-dessus. Donc, Et les pistes, Ouais, vas-y, une vas-y. dernière question. Les pistes que moi je qualifie de pistes de parking avec ces aires de dégagement. Attention, toi au tu viens pour le goudron. Grand Prix de France, mon gars. T'inquiète pas. pas de peau, j'espère. Moi j'ai une. Non, certainement pas. J'ai une question, dans la tête. Est-ce que ça joue vraiment le fait de se dire, ok, bon là, si je me foire, c'est pas grave, j'ai du goudron et au pire, je perds une demi-seconde. Alors que sur une autre piste, tu peux avoir de l'herbe ou des graviers. Et là, en gros, ta course est terminée, quoi. Il place son débat tilque là. Ouais, comme toujours. oui, ça compte, ça c'est sûr. Le Castellet, c'est sûr que si tu bloques la roue, tu tires tout droit, s'il n'y a pas de conséquences. Par contre, s'il y avait un bac à gravier avec un peu d'herbe plus loin et un mur de pneus, là, je pense qu'on freinerait, on ferait gaffe un peu plus. Donc la prise de risque est moindre. Ouais, après, je pense que si on est en qualification, on n'y pense pas. Là, on prend les risques. Ah ouais. Et, Hop, voilà. on débranche. C'est ça. Ouais, C'est surtout en essai et en course, on reste encore plus. Je pense que le Castellet, on peut être déconcentré en fait par le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'énormes dégagements en goudron. Donc voilà, on n'y pense pas. C'est-à-dire que si on fait une petite faute, c'est pas grave, on tire, on ralentit un peu et on reprend la course. Tandis que par exemple Spa, encore Spa, il n'y a pas d'énormes bacs à gravier, mais voilà, si tu sors, tu perds énormément de temps, tu peux aller dans les graviers ou même taper. Donc voilà. Donc ça change vraiment ta vision du risque et de la manière dont tu appréhendes un circuit finalement, de Week-end, se dire je suis au Castellet, là je peux conduire vraiment surconduire la voiture, être à 110-120% de la voiture et quitte à partir à la faute, alors que si tu vas à Zandvoort, là on ne sait pas dans quel état il est, mais il y a du bac à gravier, de l'herbe, etc. Là par contre peut-être que tu prends un peu moins de risques. On sait qu'Adrien David est sorti 2 fois au même virage en F4 l'année dernière et qu'il avait toujours pas compris la deuxième première erreur. Autre thème dans cette émission, et on a un petit peu changé le plateau, vous allez le voir, Pierrot Valette a bien changé, et plutôt en bien, on va peut-être même rester comme ça avec Pauline, bien sûr, qui nous a rejoint, sœur de Théo. Ça tombe bien, parce que le thème choisi et voulu, défendu par Hamza, c'est la famille. Mon cher Hamza, je te laisse échanger avec Théo et Pauline. Première question pour Théo. Est-ce que le fait d'avoir ce papa et cette sœur qui ont cet ADN, cette fibre automobile, est-ce que ça t'apporte à la maison au quotidien par rapport à ton métier? Oui, c'est clair. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Après, on parle tout le temps de sport automobile en fait. On parle tout le temps comment s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Voilà, tout le temps à la télévision, on regarde du sport automobile. Enfin, voilà, on discute tout le temps de ça. Donc, tout le temps, on parle, on discute des courses. Avec mon père,
on voit pour les saisons prochaines qu'est-ce qu'on va faire, avec qui on va rouler, dans quelle catégorie. Donc voilà, on discute un peu de tout et voilà, ça c'est top. Pauline, tu t'occupes du coup de la carrière de ton frère. Oui. On peut le dire. Est-ce que sœur et manager, c'est compatible? Alors, ne me comparez pas surtout avec un certain cas Adrien Rabiot, par exemple. je vois l'histoire arriver. Pauline pour faire. Hein. Non, alors, ça peut être compatible. Je pense que même c'est très compatible. En revanche, il faut être dans une vision bien précise. C'est-à-dire qu'on gère la carrière de Théo et qu'il ne faut pas la voir à travers nous. C'est ça, Max. Donc en fait, il faut l'aider à avancer pour lui et pour sa carrière. Donc du coup, c'est vrai que la famille, ce serait du coup les meilleurs représentants pour ça. Parce qu'en fait, on ne gère que les intérêts de Théo. Tandis que si une tierce personne voudrait gérer sa carrière, peut-être qu'il pourrait, même sûrement y voir son propre intérêt, ce qui est normal parce qu'il faut bien que la personne vive aussi. Donc du coup, je pense que c'est une meilleure chose d'être entouré par sa famille, surtout quand on fait une carrière dans le sport en professionnel, justement même pour dire les choses, tout simplement, quand ça va pas, ce qu'il faut qu'il améliore. Donc pour tout ça, je pense qu'on est vraiment la meilleure épaule en fait pour Théo. Et est-ce que le fait de... On parlait tout à l'heure, tu as été mis pour la première fois sur un kart à 2 ans et demi. Cette carrière, finalement, elle n'a pas été construite, façonnée dès le début par l'entourage familial. Est-ce que toi qui es conditionné à travers finalement le sport auto et seulement le sport auto, l'apport de cette famille proche du sport auto va t'aider sur l'ensemble de ta carrière, qu'on souhaite la plus longue évidemment et la plus belle pour toi? Oui, ça peut que m'aider, je pense. En plus, voilà, eux, ils aiment le sport auto, donc voilà, ils vont tout le temps me pousser vers le haut pour que j'y arrive. Et oui, après, j'ai commencé le kart à 2 ans et demi, mais mon père, il pensait pas vouloir, il voulait forcément pas que je fasse une carrière dans le sport automobile. Il voulait faire juste ça pour s'amuser. Mais après, voilà, j'ai commencé les compétitions et ça a plutôt bien marché. Forcément, j'aimais ce sport, je voulais continuer. Et du coup, on ne s'est jamais arrêté. Et voilà. C'est un peu toute la problématique quand tu te mets à gagner. C'est-à-dire que quand tu te mets à gagner, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu mieux à aller chercher? Parce que là, bon, j'ai gagné en minime, c'est sympa, on va à la buvette derrière. Attends, je parle que de buvette. Hein. Mais par contre, il y a une catégorie au-dessus, puis encore au-dessus, puis après, disons, c'est super intéressant ce qui se passe là-haut. Donc ouais, je peux comprendre que derrière, l'appétit vient en mangeant. Et en l'occurrence, tu as bien mangé les catégories jusque-là. Et on souhaite que tu manges encore, bien évidemment. Pauline, quand tu vois la réussite de ton frère, ton client, aussi. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce qu'il y a une feuille de route désormais qui est tracée, un plan de carrière sur la suite? Alors c'est difficile, surtout dans le sport à haut niveau, d'avoir réellement un plan bien précis, surtout qu'on n'est jamais sûr des acteurs avec qui on va construire la carrière au fur et à mesure. Donc Théo a des objectifs, donc on va tout faire pour essayer de l'aider à les réaliser. Après, au fur et à mesure, on apprend nous aussi parce que on n'est pas des professionnels du sport automobile. On en a juste l'expérience parce qu'on en a pratiqué et qu'on acquiert cette expérience grâce à Théo en fait et grâce aux acteurs qui croisent. Donc du coup, c'est vrai que comme dans tout sport dans lesquels il y a des enjeux financiers notamment, il y a beaucoup de petites choses à apprendre. Il faut être sûr de ce qu'on dit, de ce qu'on écrit, des personnes avec qui on s'engage. Donc, non, il n'y a pas de feuille de route bien précise. Il y a un objectif précis, c'est la Formule 1. Et voilà. Et on a parlé de tes émotions, parlons des tiens. Est-ce que, et ta famille évidemment, est-ce qu'il y a peut-être une appréhension, une peur même de se dire peut-être qu'on va faire le mauvais choix à l'avenir, ou est-ce qu'on y pense, ou concrètement on est focus sur la carrière de Théo sur cette saison et on prend célèbre discours footballistique, les matchs les uns après les autres, les saisons les unes après les autres? Alors oui, forcément qu'on a peur de faire les mauvais choix parce que des propositions, il y en a toujours plein. Imagine. Après, Tant c'est mieux. comme Oui, mais c'est comme partout en fait. Voilà, il faut être au courant de plein de choses. Il ne faut pas se faire avoir sur d'autres. Il faut aussi écouter le pilote, pas seulement se faire d'illusions avec certaines propositions ou certains contrats qui peuvent paraître alléchants, d'autres
d'autres un peu moins. Il faut surtout écouter le ressenti du pilote. Et puis, de toute façon, c'est le sportif qui parle. Donc, les résultats, s'ils sont bons, forcément que les propositions viendront. Donc, en fait, il faut réellement se baser vraiment sur le sportif. Et après, le reste, ça devrait suivre. Après, je lisais une interview de votre papa qui a été donnée, je crois, il y a 2 ans, qui disait que, je crois que ça parlait du fait que tu avais le mécanicien de Jules Bianchi en piste, et qui disait que l'idée majeure, c'était de s'entourer des partenaires les plus sains possibles et de ne pas forcément chercher trop vite, en gros, les choses alléchantes, mais avoir de la sécurité pour vous permettre d'évoluer dans un environnement qui était sain, notamment avec la FFSA, avoir des partenaires qui soient stables, notamment au niveau financier, comme la FFSA. Est-ce que vous vous dites que justement tout le long va falloir être dans cette optique-là, ou qu'à un moment donné, va falloir aller chercher un risque, à sauter dans l'inconnu? Voilà. Quelle est un peu l'optique familiale à ce niveau-là? Je parle pour toi, ensuite tu diras ton ressenti. Théo veut conduire, lui. Voilà, c'est ça, Théo, lui, le volant. Et... Non, alors c'est vrai que la FFSA nous a beaucoup aidés jusqu'à présent, parce qu'ils voient en Théo sûrement donc, leur futur espoir en sport automobile. Et c'est vrai qu'ils peuvent être de bons conseils, ils peuvent nous amener aux bonnes personnes pour avoir des discussions. Après, on a toujours été libre de nos choix, donc c'est une bonne chose. Après, les partenaires, c'est très difficile d'en trouver en sport auto. Donc du coup, c'est comme pour tout en fait. À partir du moment où les résultats sont présents, des personnes nous contactent et du coup sont intéressées pour suivre Théo, pourquoi pas jusqu'à la Formule 1. Après, c'est vrai que le vrai seul partenaire jusqu'à présent, c'est la FFSA et c'est step by step. Donc ils ne nous font pas... rencontrer de mauvaises personnes ou faire des catégories improbables. En fait, ils nous ont toujours plus ou moins conseillé pour sa carrière. Après, Théo est libre de ses choix et jusqu'à présent, ça a fonctionné. Donc, C'est cool. Je vous propose, les amis, qu'on passe au 3e thème. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Pauline, reste avec nous, bien sûr, pour cette fin de rubrique. On refera le switch pour le quiz final. On va s'attaquer à l'une de tes obsessions à toi, mon cher Brice. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est 3 obsessions différentes, 3 thèmes différents, chacun ses obsessions. Le talent. Tu as voulu nous parler du talent et tu voulais poser des questions à Pauline et Théo sur le talent. Ouais, quand on regarde le palmarès de Théo, il y a peu de lignes où c'est pas écrit champion. Donc déjà c'est quand même une bonne chose, et pourtant en fait chaque année tu finis champion de quelque chose et derrière c'est un questionnement permanent de est-ce qu'on va pouvoir assumer la suite, est-ce qu'on va pouvoir aller en catégorie supérieure, est-ce qu'on va avoir les financements, tout ça, alors que tu peux pas faire mieux, tu as fait champion. Donc ma question c'est vraiment de savoir si ce paradoxe là en fait est réel ou non. Est-ce que ton talent est suffisant pour devenir champion du monde de Formule 1, où il faut avoir les bonnes rencontres au bon moment, un peu de chance sur les personnes à qui tu vas parler, un peu de diplomatie, tout ça. Voilà. Est-ce que ton coup de volant est suffisant ou malheureusement il faut passer par ces petits chemins-là pour réussir? Non, je pense pas que le talent ça fasse le job. Je pense qu'on a des prédispositions, certains pilotes ont des prédispositions, mais la détermination, le travail, en fait tout est dans le mental. Si on veut y aller, on doit tout faire pour y aller, on doit travailler, on doit être déterminé. Après voilà, c'est les bonnes rencontres aussi, les bons choix de carrière, les bons résultats. Voilà. Après le travail, ça peut être le travail physique, mais le travail dans le pilotage, quand on n'y arrive pas sur un week-end, il faut voir ce que font ses coéquipiers et apprendre de tout le monde pour au final les dépasser. Et voilà, pour moi, non, en fait, le talent, ça n'existe quasiment pas pour moi. C'est plus des prédispositions. Je sais conduire une voiture, mais il faut travailler pour y arriver. En fait, pour moi, c'est plus 90% de travail et 10% de talent, on va dire, que l'inverse. Et est-ce que tu inclus dans le travail cette nécessité en fait d'aller rencontrer des gens, de sourire à des gens, de te vendre auprès des gens, parce que j'imagine que c'est pas forcément la chose que tu préfères faire. En l'occurrence, je pense que le volant c'est plus sympa. Mais est-ce que tu considères ça comme une partie du job pour réussir ce rêve?
Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Il faut avoir les bonnes relations. Il faut avoir voilà, un tout. Les sponsors, l'aide de ma fédération, la FFSA. Là, l'année dernière, j'ai eu l'aide de Sauber. Donc, c'est un tout. Et si tout est réuni, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour y arriver. Est-ce que pour gravir ces échelons, tu te dis que c'est de plus en plus difficile alors qu'en fait tu gagnes en travail, en personnalité, en maturité et en compétences, mais est-ce que c'est pas justement à chaque fois plus dur d'arriver à 2 steps, à 2 échelons de la catégorie reine justement? Si, c'est là que ça devient le plus dur parce qu'il reste pas beaucoup de trajets pour y arriver, mais c'est vraiment très très dur. Voilà, il y a plus de pression de partout. Et voilà, là, on est obligé de faire un bon résultat. Après, moi, cette année, je suis jeune, donc je ne me mets pas forcément une pression énorme. J'en ai toujours un peu, il faut toujours en avoir. Oui. Et voilà, je pense que je peux le faire. Même question pour Pauline justement. Est-ce que le manager et arriver justement dans ces sphères-là, qui sont des sphères où il y a des personnes qui sont très expérimentées, qui savent ce qu'elles veulent pas. Est-ce que c'est de plus en plus difficile aussi pour le contexte familial d'apprendre à gérer, de débarquer dans ce monde qui est très fermé, très élitiste est-ce que ça devient pas difficile de bien gérer Théo pour son futur? Forcément que ça devient un peu plus difficile parce que forcément en F1 les baquets sont limités, tout le monde ne peut pas y accéder. Oui. Donc forcément la concurrence est de plus en plus rude et plus on approche du but, plus c'est difficile forcément. Mais on compte vraiment en fait sur le sportif parce que comme dans tous les sports, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel sport, à partir du moment où les résultats sont là et que le pilotage est là et qu'on voit que le pilote travaille et qu'il ne se repose pas seulement sur ses acquis, qu'il travaille son physique, qu'il travaille aussi la façon dont il répond aux médias, les langues étrangères, ses réseaux sociaux pour pouvoir trouver des partenaires, parce que c'est aussi très important au haut niveau. À partir du moment où tout ça est mis bout à bout, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc forcément que la pression monte à l'approche de l'objectif final. Mais non, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Tant mieux. Voilà. Il faut vraiment que le sportif... Oui. Ce sera la dernière question parce qu'on va faire 2 heures d'émission. Quel va être ton travail et le travail familial sur cette saison de F3 puisque on disait tout à l'heure que tu auras tous les week-ends, même sur les week-ends de F1. Est-ce que le fait de rencontrer les hautes personnalités de la F1, tout ça, c'est quelque chose qui est dans votre organigramme à la famille? Alors, on va dire que nous, notre premier travail, c'est la recherche de partenaires pour essayer de financer du coup les saisons. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que jusqu'à présent, les saisons n'étaient pas retransmises à la télévision. Sauf que là, cette année, ça change. C'est sur Canal+, donc c'est quand même un grand média national. Et c'est aussi sur d'autres grands médias nationaux étrangers. Donc, ça aide beaucoup pour la recherche de partenaires. Donc, on se concentre vraiment sur le développement, notamment des réseaux sociaux, pour justement attirer de futures marques qui voudraient s'investir justement dans la carrière de Théo. Après voilà, tout vient à point qui sait attendre. Je pense que justement, on va attendre déjà les premiers résultats. J'ai plutôt confiance en Théo, en son pilotage et en sa façon de travailler. Donc, pour moi, les choses vont se faire petit à petit et vont découler justement de ces résultats qui, j'espère, vont être à la hauteur de ses espérances. On vous le souhaite. Et on le souhaite bien évidemment tous ensemble. Merci beaucoup Pauline d'être venue ici sur ce plateau. Théo, reste un petit peu. On a parlé de beaucoup de choses sérieuses. Il est temps de sourire un petit peu. Bon, ça s'appelle le quiz, mais t'inquiète pas, on n'est pas des salopards, on ne va pas faire appel à ton QI F1, au QI Sport Auto, au Culture Sport Auto, non. L'idée, c'est de te mettre dans des situations. Un pilote, généralement, doit prendre
une décision en un dixième de seconde, parfois moins. Donc là, on va voir, on va essayer, on t'a préparé un petit quiz. Tu préfères 2 situations, il faut que tu en choisisses une. Première question, tu préfères un dîner végétarien avec Hamilton ou un apéro à jeun avec Raikkonen? Apéro à jeun avec Raikkonen. Oh, Ça n'arrivera jamais. il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, je suis en F4 allemande, donc... Tu préfères 105 grands prix en carrière chez Alpha ou 5 grands prix en carrière chez Ferrari? Oh. Alors, 5 Grands Prix, c'est... Et chez Sauber, t'as un indice là. 105 Grand Prix chez Alpha, je dirais quand même. C'est bien. Tu préfères être pistonné par ton père comme Lance Stroll ou devenir l'égérie à vie de Durex et des serviettes Nana? Un sponsor comme les autres. Hein. Moi, s'ils viennent sponsoriser les pistolets, on prend. Hein. Bon, je vais dire pistonné par mon père. Parfois pas. C'est bon. Tu préfères une soirée gaming avec Lando Norris ou une nuit clubbing avec Daniel Ricciardo? Ah bah facile. Facile. La nuit avec Daniel Ricciardo. Voilà. oui. Bon, bah, je vais retourner faire... Tu préfères être dans la peau pendant 24 heures de Michael Schumacher ou être dans la peau pendant 24 heures de Ayrton Senna? Dans leur état, pour éviter toute blague, parce que je vous vois tous venir, machin. Dans leur état, bien sûr, de pilote de course, bien évidemment. Ouais, je dirais 24 heures dans la peau d'Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ouais. Bien vu. Tu préfères gagner à Monza avec une Ferrari ou au Paul Ricard avec une Renault? Facile. Ouais, clairement. Oh, facile. Ah ouais? Ah bah ouais, clairement. Je veux vos réponses après. Laissez Théo. Il était à l'atelier Renault hier soir. Il y a eu un coup de vent. Là, je dirais Monza avec la Ferrari. Eh bah oui. La Ferrari, vous tous? Ah oui, la Ferrari, évidemment. Bon, gros, Paul Ricard avec Renault. Voilà, en vrai, Renault avec... Tifosi, Paul et Ricard. après on va pas se Attends, mentir, nous on sera Français- jamais dans cette situation. Français gagne Voilà. au Paul Ricard. À part tu dirais sur non. F1 2018. Allez, Bah non, je dirais pas non, mais face à Monza. Salut. Monza Ferrari. Et tu préfères faire équipe avec Max Verstappen ou avec Charles Leclerc? Ah, Oh, oui, pas y a le faire. c'est compliqué, mais. Aucun des deux. Avec Romain Grosjean. Ouais, je dirais avec Charles Leclerc. Avec Charles Leclerc. Tu préfères te faire accoster par un fan qui connaît toute ta carrière sur le bout des ongles ou Miss Monde qui te confond avec Max Verstappen? Bah, ça va, en soi ça va. Tu te prends pour Max Verstappen, c'est bon. Ouais. Non. Ouais, Il est meilleur. ça dépend. Je dirais. T'es tenté par la deuxième. Allez, la Laisse dire Miss Monde. Ok. Tu préfères que Cyril Abitboul dise de toi, avec Théo, on sera champion du monde en 2021, Ah, ou non. que Helmut Marko dise de toi, je peux vous assurer que Théo va finir la saison. Aucun des deux n'est bon. Je préfère Cyril Abitboul. Cyril Abitboul. Là, ouais. Ah, il y a un Tu message. préfères être champion de FE et tout le monde t'aime, ou courir en fond de grille de F1 et être la risée de la France? Bah, tu Un peu préfères le être entre Vergne Jean-Yves ou Vergne Grosjean, et quoi. Romain Grosjean. Ouais, là, c'est Aïe, aïe, C'est aïe. pas bien ce qu'on a fait là. C'est Là, pas- là, c'est ah, ça, c'est un Ce que sacré tu as dilemme, fait. ça. C'était une idée de Hamza. Ouais, je c'est la dirais gagner quand même en Formule Oh. 1. Ouais, je préfère. Quand même... Parce qu'il y a la notion de gagner, forcément. Ouais. Ouais. En parlant de gagner, je préfère gagner les 24 heures du Mans ou les 500 miles d'Indianapolis. Mais t'as le Grand Prix de Monaco. Ouais, 24 heures du Mans. Ouais. Tu préfères faire les 24 heures de Daytona en stream dans la piole de Despiello ou 24 heures à Copacabana avec Hamza? Ah bah c'est facile. Ouais, 24 heures à Copacabana. Ça Allez, va t'as être mis pas le mal. premier, c'est mieux. Ça va être pas mal. Et enfin, attention, la dernière. Sois concentré. Sois concentré. Je la dois à Brice Germain. Quoi? Tu préfères avoir vécu toute ta vie comme Schumacher ou avoir vécu toute ta vie comme Paul Harrer? Paul Harrer, pas c'est qui fait. notre grand réalisateur. Je peux te dire que sa vie est très sympa. C'est notre grand Manitou, ouais. Surtout en ce moment. Bah, les plus Non, sympas, c'est les Schumacher. ouais. Alors, Je vais dire Schumacher. Schumacher quand même. Mon cher Polo, désolé pour toi. Merci beaucoup Théo d'avoir été avec nous en tout cas pour Merci. cette très très longue émission. On voulait prendre le temps, tu nous as accordé du temps, tu en auras très peu à l'avenir dans cette saison. On te souhaite de réaliser tous tes objectifs et qu'on se retrouve dans un an pour débriefer, pourquoi pas parler de F2. Un petit test en Formule 1. Ou plus encore d'un petit test en Formule 1. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci également à Pauline. Merci à notre ami Alex sans qui cette interview n'aurait pas pu se faire. Merci aux équipes de régie aussi également, Erwan, Polo et toute la First Team Sport bien évidemment. Restez connectés, First Team Sport, la meilleure chaîne de sport sur YouTube. Bonne journée. Salut Théo, merci pour Ciao. Merci. Générique.